Bonjour. Salut, ça va? Je t'entends pas trop. Micro, voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est tout de suite mieux, ouais. Ah ouais, ok, super. Ah, je vois que Sybille est là aussi. Bon, je vous préviens à tous et toutes, j'ai mis en place ce format en fait dans le cadre d'un format comme à la maison. L'idée, c'était vraiment de faire une petite intervention en fait et de partager un témoignage. L'idée n'est pas de donner des leçons ou de dire il faut faire ci ou il faut faire ça, mais bien de voilà d'échanger en fait sur la thématique. Bonjour Hélène, salut. Bonjour. Je vous propose d'attendre 2 petites minutes. On va commencer à 11h05. De toute façon, on va pas. Voilà, l'idée c'est de ne pas déborder non plus de trop après-midi. Tout le monde a envie d'aller manger et a des choses à faire, même si c'est vendredi. Donc, comme je le disais, en fait, petit rappel, on est ici dans le cadre de l'opération Tous au compost. C'est une opération nationale qui est organisée par le réseau Compost Citoyen en partenariat avec Make.org. Et l'idée, c'est vraiment de mettre un coup de projecteur sur l'ensemble des projets, des initiatives du territoire autour de la valorisation des déchets organiques. Donc, je rappellerai un petit peu quelques chiffres tout à l'heure. N'hésitez pas à émettre des commentaires, en tout cas, voilà, sur lesquels je rebondirai. J'avoue que je maîtrise pas toujours l'outil Zoom, mais bon, ça devrait bien se passer normalement. Et je me dis, en fait, le principe, c'est que je fais une petite présentation qui commence d'ici 1 minute. Ensuite, je passe un petit film que j'ai fait hier dans mon jardin avec ma femme parce que j'ai trouvé personne pour me filmer aujourd'hui qui dure 20 minutes à peu près. Et l'idée, c'est qu'on en fasse ensuite une petite discussion ouverte. Chacun ouvrira son micro si c'est possible. Et puis voilà, on discutera comme autour d'un café simplement jusqu'à midi à peu près. Voilà, je pense que ça peut être un chouette format. Le tout est enregistré effectivement. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être présents pour cette organisation de folie. Voilà. Du coup, il est 11h05. Moi, je propose de commencer par respect pour ceux qui sont là et parce qu'on ne peut pas vraiment déborder. L'idée, c'était vraiment donc de faire une petite heure autour de ma maison Zéro Biodéchet. Alors encore une fois, zéro biodéchet, c'est un concept. Hein, on essaie de tendre vers le zéro biodéchet. C'est pas si c'est une finalité, en fait, c'est un peu compliqué au quotidien. Donc je me présente. Bonjour à tous, Laurent Denmont. Je suis donc aujourd'hui maître composteur à La Réunion et je suis aussi président du réseau Compost Citoyen. Donc, le réseau Compost Citoyen, c'est une association régionale en fait qui fait partie d'un réseau national qui a pour vocation à l'échelle du territoire, donc de l'ensemble de la France, de développer et de sensibiliser des projets autour de la valorisation des déchets organiques en proximité.
et donc essentiellement par le compostage, qui est la méthode la plus simple et la plus low-tech qui puisse exister. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment de permettre à tous les producteurs de biodéchets, qu'ils soient citoyens, entreprises, collectivités, écoles, restaurants même, de pouvoir avoir des solutions. Parce qu'il y a une réalité qui arrive aujourd'hui, qui est une directive européenne autour du tri et de la valorisation des déchets organiques et qui impose à tous, d'ici le 31 décembre 2023 de trier et de valoriser ces déchets. Et donc, pour les professionnels, ils doivent faire appel en fait à la collecte et au traitement ou mettre en place des solutions de proximité s'ils produisent moins de 1 tonne de biodéchets par semaine. Et pour les citoyens, c'est de la responsabilité des EPCI, donc des intercommunales, de mettre en place des solutions sur leur territoire, des solutions de tri et de valorisation des déchets. Alors, ces solutions, elles peuvent prendre différentes formes. En fait, il y a la plus simple en fait qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de mettre en place une collecte séparée en porte-à-porte. Donc, en gros, c'est un nouveau camion qui passe et qui récupère en fait un flux que chacun aura trié préalablement dans une nouvelle poubelle qu'il mettra en place dans sa cuisine. Donc, ça veut dire une nouvelle organisation, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes à prendre pour trier ces déchets organiques. Le problème de cette collecte en porte-à-porte, c'est qu'elle coûte très, très cher à mettre en place. Et je me suis rendu compte qu'on a pas mal de spécificités à La Réunion parce qu'on vit sous les tropiques. Et pour ceux qui sont là depuis un certain temps, ils savent très bien qu'on a notamment pas mal de vie qui apparaît en fait sur nos déchets organiques assez rapidement lorsqu'ils traînent un peu trop souvent dans la poubelle ou dans le bioseau, lorsqu'on a la chance d'avoir un composteur. Et donc, la question se pose de comment est-ce qu'on va traiter et gérer en fait l'ensemble de ces déchets-là. Alors, à part la collecte en porte-à-porte, il y a aussi la collecte en apport volontaire. Donc, l'idée là, c'est de mettre en place un petit peu comme des bulles à verre, en fait, des lieux où on va pouvoir apporter ces déchets organiques qui vont être ensuite collectés par la collectivité. Et il y a aussi en fait, excusez-moi, j'ai oublié en fait d'éteindre, c'est les aléas du direct, hein, d'éteindre mon téléphone. Hop là, voilà. Et comme je disais, en fait, il y a la collecte en apport volontaire et aussi du coup, ce qu'on prône aussi, c'est de la gestion de proximité. Donc, c'est la mise en place, la gestion de proximité, c'est donc la mise en place de compost collectifs qui peuvent être mises en place en pied d'immeuble, dans différents quartiers. Ça peut être aussi le compost autonome en établissement. Donc là, ça correspond plus soit à un petit restaurant, soit à une école éventuellement. Et la gestion de proximité regroupe aussi donc les citoyens qui ont la chance d'avoir un jardin à travers le compostage. Ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, effectivement, vous le verrez dans la petite présentation que je fais, il y a différentes manières de gérer en fait les biodéchets. Ceux qui vivent en appartement aujourd'hui, effectivement, il y a la solution collective en fait des composts collectifs, mais qui est très peu répandue à La Réunion. Et il y a aussi d'autres solutions comme celle du vermicompost qui peut être mise en place en appartement. Moi, je l'ai testé il y a maintenant une vingtaine d'années dans un appartement à Bruxelles, dans un fond de tiroir. Ça faisait pas l'unanimité au niveau du ménage toujours, mais je l'ai testé et ça fonctionnait bien jusqu'à ce que j'ai une invasion de mouchettes. Et alors là, en fait, c'était la fin du vermicompost à la maison. Ma femme n'a pas supporté. Donc voilà, ce sont des milieux qui vivent. On est face à des petits écosystèmes qu'on met en place. Et donc, parfois, il y a des déséquilibres qui se mettent en place. L'enjeu, c'est justement de comprendre en fait comment se met en place la dégradation de la matière organique, quels sont les éléments qui interviennent, la microfaune, la macrofaune, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des déséquilibres se mettent en place et comment rétablir ces déséquilibres. En fait, voilà, c'est quelque chose qui, moi, me passionne depuis pas mal de temps. Lorsqu'on a un compost, c'est en général assez simple. En fait, on rajoute pas mal de broyat de bois et en général, du coup, les nuisances, qu'elles soient olfactives ou les mouchettes ou autres, en fait, disparaissent assez rapidement. Donc, tout ça, c'était pour vous expliquer un petit peu les enjeux pour le territoire. Donc, La Réunion,
un petit territoire, 2500 km² à peu près, et on est aujourd'hui plus de 850 000 habitants. Avec des enjeux, je le disais, réglementaires très forts, une obligation de tri et de valorisation des déchets organiques qui arrive dans moins de 2 ans. Et pourtant, on est en 2022 et aujourd'hui, 100% des déchets alimentaires des ménages sont directement envoyés en centre d'enfouissement. Alors, il faut savoir que quand on envoie des déchets alimentaires, donc des déchets organiques en centre d'enfouissement, il se met en place une dégradation anaérobie. Et donc, en fait, on a un dégagement de méthane, en fait, qui est du CH4. Le méthane est un gaz qui est 25 fois plus puissant que le CO2 en termes de gaz à effet de serre. Donc, non seulement on perd la matière organique, on produit du méthane qui augmente le réchauffement climatique, et en plus, on produit un lixivia, parce qu'en fait, la matière organique est composée à 80% d'eau à peu près, qui va du coup se dégrader complètement, qui va percoler dans toute cette, je dirais, cet amoncellement de détritus divers et variés, et va produire du lixivia qui risque et qui peut parfois polluer, parce qu'en plus, à La Réunion, on a des grosses pluies, et donc bien souvent, en fait, il faut savoir que le centre d'enfouissement, il y a des revêtements en bâche étanches, effectivement, pour éviter ce genre de percolement dans le sol. Mais lors des grosses pluies, le problème, c'est que voilà, ces bâches se remplissent et il y a parfois des débordements. Donc ça fait partie des risques en fait inhérents à La Réunion. Et l'enjeu, c'est vraiment aujourd'hui, alors l'Union européenne, à travers différentes réglementations ces dernières années, essaie vraiment de valoriser le déchet organique qui est considéré comme une ressource. Et à raison, parce que le déchet organique aujourd'hui, c'est le déchet le plus simple finalement à valoriser. La nature fait ça depuis des millions et des milliards d'années. Et nous, ce qu'on propose comme solution, ce n'est pas une solution technologique brevetable. On observe simplement ce que fait la nature et on la reproduit parce qu'aujourd'hui, on comprend les mécanismes qui sont en cours, et on valorise cette matière pour en produire un compost qu'on puisse ensuite remettre au sol, parce que c'est vraiment ça l'enjeu du compostage. C'est de pouvoir récupérer cette matière pour la remettre dans nos sols. Et donc, lorsqu'on crée un amendement qui est du compost, en fait, alors c'est pas de l'engrais, c'est un amendement. Et là encore, en fait, on l'utilise surtout en agroécologie pour nourrir le sol, qui lui-même, par minéralisation en fait des éléments nutritifs que sont le NPK, qui vont ensuite alimenter la plante. En fait, on n'alimente pas directement la plante, contrairement à lorsqu'on met en place des engrais. Les engrais sont des éléments chimiques solubles directement assimilables par la plante, alors que lorsqu'on épand du compost, les éléments chimiques se minéralisent et deviennent progressivement solubles en fait pour les plantes. C'est toute une différence en fait, c'est que soit on nourrit directement la plante, soit on nourrit le sol et tout son microbiote, et le sol qui lui-même, de par l'écosystème qui est dans le sol, en fait, va séquestrer le carbone plutôt que de libérer dans l'atmosphère. Donc ça, c'est tout l'enjeu du compostage aujourd'hui, un enjeu à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. En fait, l'INRA a mis en avant en fait notamment le projet 4 pour 1000 qui a, par des calculs, mis en place que si on mettait 4 pour 1000 de matière organique dans le sol, on pourrait limiter grandement le réchauffement climatique de par la séquestration du carbone dans le sol. Donc vraiment, il y a différents enjeux en fait à bien composter. Mais je vais simplement terminer par le fait que voilà, le réseau Compost Citoyen a été constitué en décembre 2020 par une dizaine de maîtres composteurs, et l'enjeu aujourd'hui sur le territoire, c'est justement de multiplier les sites de compostage de proximité. Le compostage de proximité donc est une dérogation de la législation européenne et française qui permet en fait à tout producteur de biodéchets de composter sur place l'ensemble de ses déchets organiques, mais à la condition que finalement il soit supervisé par un maître composteur. D'où l'enjeu essentiel de monter en compétence le territoire en maître composteur, guide composteur, qui sont des formations certifiées par l'ADEME aujourd'hui. Et donc on essaie de travailler avec l'ADEME, avec la région, justement pour développer sur le territoire une véritable filière économique et filière créatrice d'emplois qui ont du sens en fait pour valoriser cette matière organique.
concrètement, moi, Laurent Denmont, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis de retour sur le territoire et je développe en fait des solutions sur le territoire. Et aujourd'hui, je suis en train de m'associer aux Alchimistes. Les Alchimistes, c'est une entreprise qui a été développée en 2016 en France et qui se développe un petit peu partout sur le territoire. L'objectif, c'est vraiment de collecter et de traiter sur des plateformes de compostage les déchets organiques alimentaires en fait produits notamment en ville. Et donc, on s'associe bien souvent en fait aux producteurs de biodéchets, mais aussi de plus en plus en fait aux collectivités pour développer et accompagner en fait les collectivités dans la mise en place de solutions dans le cadre des obligations à venir. Voilà, je vais arrêter de parler là. Je vous propose en fait, alors je vois il y a une petite question, donc quelle différence de pollution liée à la méthanisation entre le compostage et l'enfouissement des déchets? Je pense que j'en ai parlé. Le compostage, en fait, on va séquestrer le carbone dans le sol et on va nourrir le sol, contrairement à la dégradation anaérobie qui, elle, va produire du méthane et on va perdre en fait simplement cette matière parce qu'elle va être mise en centre d'enfouissement et que lorsque le déchet alimentaire est mélangé à tous les autres déchets, on ne peut plus rien faire. Donc ça, c'est aussi je voudrais juste faire une petite aparté là-dessus. Il y a des solutions qui ont été proposées par des gros industriels à un moment donné qui s'appelait le tri mécanobiologique. L'idée, c'était de s'affranchir du tri à mettre en place dans les maisons. En fait, on récoltait tous les déchets de la poubelle comme on a aujourd'hui et ensuite, elle passait sur une sorte de tri mécanobiologique, donc à la fois mécanique et biologique, qui triait les matières biologiques. Sauf que on s'est rendu compte et l'Europe s'est rendu compte que ce genre de solution n'en était pas parce que en fait, le flux organique est forcément pollué par toute une série de composants préalablement. Donc, en fait, on se rend compte que pour avoir, et c'est valable dans tous les flux de déchets, pour avoir un flux qui soit valorisable, il faut le trier. Ça, c'est essentiel. C'est pour ça que le tri est important. Voilà, alors je vous propose, merci à tous d'être présents, je vous propose de partager mon écran. Je vous diffuse une petite vidéo de 20 minutes où j'ai fait le tour de mon jardin. Je vous invite du coup à noter vos questions et puis on en discutera de vive voix tout à l'heure. Voilà, je vais donc partager. Alors, comment on fait déjà? J'avais vu ça. Voilà. Alors, je vais juste aller ici. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci au niveau du son ou quoi que ce soit. Partagez. 2. Savez-vous qu'aujourd'hui à La Réunion, 100% des déchets alimentaires vont directement en centre d'enfouissement, des déchets alimentaires des ménages? Et savez-vous qu'aujourd'hui, ces mêmes déchets alimentaires représentent 38% de la poubelle de tous les ménages réunionnais? Bonjour, je suis Laurent Denmont et je représente les Alchimistes Pays. Je suis aussi président du réseau Compost Citoyen Réunion et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment je gère l'ensemble des déchets organiques, les biodéchets comme on appelle ça, au sein de ma maison. On est dans le cadre de l'opération Tous au compost qui se déroule sur l'ensemble du territoire national du 26 mars au 10 avril et on est sous les tropiques à La Réunion et je vais vous inviter à faire un petit tour. Donc on va aller directement dans la cuisine, on va voir un petit peu comment je gère ça avec un bioseau dans la cuisine, en fait, bioseau que je vais directement emmener pour les poules. J'ai un petit compost aussi, juste un petit peu dehors, un petit compost j'ai envie de dire de transit, en fait, avant de l'envoyer directement dans mon grand compost. Je gère aussi mes déchets avec les poules, comme je vous disais. J'ai des poules un petit peu plus bas qui transforment mes déchets alimentaires en œufs. Et j'ai un vermicompost. J'ai un vermicompost qui me permet de tester un petit peu ça. Et puis avec les enfants, c'est assez sympa. Donc j'ai la chance d'avoir un jardin, et ça c'est essentiel parce que aujourd'hui le jardin me permet de gérer, parce que c'est un écosystème très riche qui me permet d'assimiler toute une série de déchets organiques, et j'essaie de gérer mon jardin pour éviter finalement d'exporter mes déchets verts, et donc je vous expliquerai un petit peu tout ça. Je vous propose de commencer à aller voir dans la cuisine, excusez-moi.
Alors on arrive ici dans la cuisine. Et donc on est dans une cuisine avec l'évier, les différents éléments. Et juste à côté de l'évier, ici, voilà, j'ai un petit bioseau. Alors rapprochez-vous, vous verrez, aujourd'hui le bioseau il doit avoir 3-4 jours. On voit qu'il est vivant. Donc en fait on a ici non pas des petits vers mais des asticots. Ce sont des asticots en fait de différentes mouches. Des petites mouches en fait qui se nourrissent et qui sont déjà en fait sur les différents fruits qu'on peut acheter en magasin. Alors ici on a des peaux d'avocat, on a des œufs un petit peu écrasés. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Voilà, on a différentes choses, on a même du pain parce qu'en fait ce bioseau il est destiné au poulailler. Donc en fait je vous invite, on va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour au poulailler. Je vais aussi récupérer la petite boîte des œufs pour pouvoir récupérer les œufs. Alors ici juste petit point aussi sur la gestion des déchets. Donc juste à l'extérieur de la cuisine, on a une petite poubelle pour tout ce qui est déchets, poubelle jaune. On a donc les PMC essentiellement, donc les boîtes en métal, les bouteilles en plastique. On a ici le verre qui moi que je ramène en fait régulièrement à la bulle à verre. Et on a ici ce que j'appelle l'autre bioseau en fait qui va normalement directement au compost, qui pour l'instant est vide parce que je l'ai vidé dernièrement, il était trop dégueulasse. Donc voilà. Et ici on a la poubelle tout venant. Alors la poubelle tout venant, effectivement, on retrouve tous les emballages classiques d'une poubelle dans laquelle on met tout le reste. Suivez-moi. Alors ici on le verra tout à l'heure. Ici on a le vermicompost, mais on ira faire un petit tour tout à l'heure. Alors on a installé le poulailler un peu plus bas pour éviter les nuisances. Approchez-vous. Alors le poulailler il est en contrebas. On les voit, approchez-vous, vous voyez les poules un petit peu plus bas. Oups là, elles attendent, alors elles savent que régulièrement je les nourris par ici, donc là elles sont en train d'attendre en fait ce que je peux leur envoyer. Et donc on voit le poulailler, il y a pas mal de bananiers, on a arboré un petit peu le poulailler pour qu'il ne soit pas directement au soleil en général. Et on a ici, regardez, ici on a le pondoir avec, alors là il est complètement envahi de plantes grimpantes, donc on doit mettre un petit coup de nettoyage aussi. Et on a installé le pondoir juste ici. Alors rapprochez-vous. On a une poule qui est ici et qui reste à couver en ce moment. Alors je ne sais pas très bien pourquoi. Laisse-nous, hop hop hop. Allez. Laisse-nous un petit peu, hop hop hop. On va voir un petit peu s'il y a des œufs. Hop hop hop. Elle n'a pas très envie de nous laisser ses œufs. Oh, il y en a par terre même. Donc il y a pas mal d'œufs aujourd'hui. Alors, je vais donc directement les récupérer. Alors il faut savoir que les poules en général elles pondent un œuf par jour, sachant qu'on a 4 poules, et bien là ça fait bien 3 jours à peu près qu'on n'a pas ramassé les œufs, et donc on en a 6, 7, 8, 9, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, voilà, on a 9 œufs aujourd'hui à récupérer. Ça, tu peux revenir si tu veux. Voilà. Et on va pas la déranger plus que ça. Et je vais donc envoyer aux poules. Par ici les poules. Alors, croyez-moi, elles font le tri elles-mêmes. Je vous propose, même je vais déposer. Alors ici on voit en fait les restes des petites larves en fait qui sont un véritable petit dessert pour les poules. Donc ce que je propose c'est que je les laisse directement sur place. J'irai le chercher par après. Et je vous invite à remonter. Ah, elles sont sympas hein. Allez, venez. Alors ici c'est un espace que je tonds régulièrement aussi. Parce que le poulailler doit être facilement accessible. D'ailleurs j'ai tondu hier. Hier on voit j'ai récupéré les tontes de gazon en paillis, que je mets en paillis en fait ici.
D'ailleurs, on a pas mal de tangs en ce moment qui aiment bien en fait quand je paille l'ensemble des plates-bandes. Et ça me permet comme ça de couvrir le sol et d'avoir un sol riche. Je vais vous approcher un petit peu si vous voulez. Donc en fait, on a vraiment un sol qui reste humide, qui est assez brun parce qu'il est très riche. Il faut savoir qu'on est juste en dessous de la cuisine et que ça fait maintenant à peu près 1 an et demi qu'on habite ici et que je vide tous les jours en fait la machine à café sur place. Donc voilà, du coup ça enrichit un petit peu tout ça. Ah bah voilà, ici on voit les restes un petit peu de café que je mets par ici. Et du coup bah, il y a plein de différentes graines qui poussent naturellement. Alors ici je crois qu'on a ça c'est du tamarin. Ça c'est du tamarin. Ici on a du longani. J'ai dû jeter quelques graines de longani. Ici je me demande si c'est pas du vakwa. Je sais pas pourquoi. Là on a de la mélisse. Là on a de la papaye. On a différentes choses qui poussent. Alors là c'est un petit peu l'endroit aromate. On a du coup du curcuma, du gingembre, un petit peu d'ayapana par ici qui pousse, un petit peu de thym, du céleri, des petits piments là que j'ai déjà récolté dernièrement. Je crois que ça c'est du manioc avec un petit peu de consoude aussi. Donc voilà un petit peu le petit espace à aromates. Alors il n'est pas suffisamment ensoleillé je pense et donc il pousse pas super bien, mais bon ça suffit pour une petite consommation personnelle. Alors on va passer maintenant au vermicompost. Alors je vais l'installer ici, je vous l'amène. Vermicompost. Et voilà. Alors le vermicompost, c'est un modèle qui est fabriqué en France qui s'appelle EcoWorms. Alors il est constitué ici de 3 étages, donc 1, 2 et 3, avec un couvercle et un bac à liquide. Comme ça l'ensemble des liquides peuvent retomber dedans et on peut les récupérer assez facilement. Alors ici, du coup, si j'ouvre, on va voir, on a des différentes épluchures pas encore fort décomposées, mais on a déjà pas mal de vers. Ah bah voilà, on les voit, ils sont présents. Alors ces vers ici, ce sont ce qu'on appelle des Essenia fetida. En fait ce sont les petits vers rouges, qui sont des vers de surface essentiellement, qui dégradent la matière assez rapidement. Ce ne sont pas des lombriques comme on peut en voir dans nos cours, en fait, dans la terre. Et en général ils restent dans les 10 premiers centimètres du sol et ils dégradent la matière qui se retrouve sur le sol en général, et donc ils vont pas beaucoup plus bas. Alors ils se reproduisent très vite parce que souvent ils sont fort prédatés en fait par tous les prédateurs, que ce soit les souris, les musaraignes, les tangs et autres qu'on retrouve un petit peu partout. J'ai pas mal de questions en ce moment pour savoir en fait, pour ceux qui veulent se lancer dans un vermicompost, où est-ce qu'on peut trouver des vers. Moi je vous invite déjà à prendre contact avec le réseau Compost Citoyen, mais sinon si vous allez en général dans une écurie en fait, ou un centre équestre, il faut savoir que ce genre de vers adore le fumier de cheval. Alors je vais vous montrer un petit peu. On n'a pas que des vers en fait, on a pas mal d'autres insectes en soi. Et je vais retirer. Alors je vais le mettre ici. Je vais vous montrer les différents. Voilà. Alors ici, en dessous du bac, on voit qu'il y a des trous. Vous voyez les vers qui dépassent. Bon là on les a un petit peu embêtés. Mais donc du coup les différents bacs communiquent entre eux. Et c'est ce qui permet aux vers de transiter d'un espace à l'autre. Alors ici, sur le dernier espace, on a la matière la moins bien décomposée. En dessous, on a effectivement une matière qui est bien plus décomposée. D'ailleurs on la voit beaucoup plus fine. Qu'est-ce qui reste en fait? C'est le minéral, les coquilles d'œufs. On a des graines de courge aussi qui restent ici. D'ailleurs on voit qu'elles ont commencé à germer. Ça c'est typiquement une graine de courge qui essaie de trouver le soleil et qui ne le trouve pas. Donc c'est pour ça que les cotylédons restent jaunes. Qu'est-ce qui nous reste encore? Alors ici, je vois qu'on a une sorte de plastique. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Peut-être quelque chose qu'on pensait décomposable mais qui ne l'est pas. Est-ce un plastique justement je me demande si j'avais pas laissé justement un plastique soi-disant compostable, mais on voit que ça me prend du temps. Et alors on voit que la matière, c'est vraiment une matière, c'est ce qu'on appelle du vermicompost en fait, qui est très riche, très noir.
Et en dessous d'ailleurs, hop, on va essayer d'aller un peu plus bas, on a la même chose mais en encore plus décomposé. Donc c'est très, très noir, très riche, et d'ailleurs on peut l'utiliser vraiment, celui-ci quasiment comme un engrais en fait, et le mettre. Alors pour l'utilisation, moi ce que je conseille c'est de le mettre en surface, toujours en fait tout ce qui est compostage, compost et autres, on le met en surface du sol et on remet par-dessus une couche de paillis pour le protéger des vents, du soleil et de tout le reste en fait. Et l'action justement de la microfaune du sol va vraiment aller chercher ces nutriments et les remettre dans la terre au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'était vraiment le vermicompost. Alors il faut savoir que c'est un chouette outil pédagogique aussi avec les enfants. Alors je vous ai montré les différents bacs, et alors en dessous, on voit ici qu'on a le Lixivia, donc en fait le jus de vermicompost, le jus de caca de vermicompost, et on peut le récupérer par un petit robinet qui se trouve ici. Et d'ailleurs on va juste faire la démonstration. Donc on peut déposer ça comme ceci, et j'ai ici ma petite bouteille, hop, pour laquelle je vais pouvoir récupérer, voilà, le jus de vermicompost en fait, qui est un engrais qui s'utilise en dilution. Donc celui-ci en fait on le dilue à 1/10, donc 10 portions d'eau pour une portion de vermicompost, et c'est quelque chose de très riche qui va booster vos plantes, fort azoté. D'ailleurs ça se vend en partie dans le commerce je pense. Ici on en a parfois un petit peu trop, donc voilà, on va arrêter là maintenant. Je récupérerai le reste plus tard. Voilà. Alors, on a vu le vermicompost, on a vu le petit bioseau. Je vais vous rapidement en fait vous montrer un petit espace en fait qui est mon espace ici. Approchez-vous. Simplement pour vous montrer, alors ça n'a pas grand chose à voir avec les déchets organiques, mais c'est le Rocket Stove. Donc c'est mon petit espace à cuisine extérieur, et le Rocket Stove c'est vraiment un mécanisme qui permet de cuire au feu de bois en utilisant très très peu de feu, et donc avec 4 pierres artificielles. Donc en fait le foyer il est ici, il rentre par ici, et en fait il y a un appel d'air qui va chauffer directement en fait la marmite, et il y a moyen de faire un carry avec un petit fagot de bois comme ça en fait. Donc c'est vraiment super intéressant, et ça permet à tout un chacun d'avoir un petit feu extérieur. Je vous invite à me suivre à nouveau. On va descendre. Alors, hop, je vais récupérer. Alors ici on est dans le jardin, donc c'est un espace qu'on utilise régulièrement. Donc on a la table ici où on mange régulièrement, et alors c'est un espace que je tonds pour qu'on puisse profiter tranquillement de cet espace. Mais venez, je vais vous montrer un petit peu. Donc ici pareil, c'est vraiment un espace assez plat où que je vais tondre pour pouvoir en profiter. Et alors un peu plus bas, vous allez voir en fait il y a tout un espace que je n'utilise pas beaucoup, et que je vais gérer, on appelle ça en gestion différenciée, c'est-à-dire que je vais tondre simplement le chemin et garder en fait les herbes sur le côté. Alors d'une part parce que ça m'évite de tondre trop souvent, mais aussi surtout ça va permettre vraiment c'est vraiment intéressant pour la biodiversité. Donc moi ça me permet de régulièrement d'avoir des différents insectes, différents endormis un peu partout. Vous voyez, le jardin est assez luxuriant. Alors justement c'est intéressant de régulièrement couper un petit peu, parce que on a quand même pas mal de plantes qui poussent très très vite à La Réunion, et donc régulièrement je fais ce qu'on appelle du drop and chop. Donc on coupe et on va ensuite mettre sur les plates-bandes. Alors là j'ai différents types de plates-bandes ici notamment. J'utilise aussi une forme de plate-bande. Alors autour de cet arbre en fait il y a pas mal de déchets qui s'accumulent, et donc voilà. Mais je vous invite à venir. Donc vous voyez ici ce petit cheminement que je préserve en fait, qui permet de faciliter finalement les différents passages. On a des herbes hautes qui restent sur le côté, mais c'est pas grave.
ici, par ici. Attention à la feuille. Alors on arrive donc sur la partie basse ici du jardin. Comme je vous avais montré, le poulailler il est un petit peu plus loin là-bas, donc on va aller le voir simplement. Et ici on a un espace qui est un espace initialement potager. Le seul problème c'est que les poules en fait aiment bien sortir de leur parc et que je me suis rendu compte à mes dépens que le potager n'est pas toujours compatible avec le poulailler. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pousser des treilles de chouchous en me disant que je récupérerais bien des chouchous au moins. Alors j'ai eu pas mal de tomates, des petites tomates cerises justement qui étaient déjà sur place et que j'ai laissé pousser à l'origine. D'ailleurs, elles repoussent assez régulièrement, il y en a encore un petit peu par ici. Et alors ici, sur cet espace-là, initialement, il y avait mon compost. Compost où je mettais vraiment pas mal de déchets et ça a duré à peu près 3-4 mois et puis ensuite j'ai eu des poules et lorsque les poules sont sorties à différents moments, en fait elles ont commencé à gratter, à aérer et en fait aujourd'hui le compost n'existe plus, sachant qu'en fait les poules l'ont un petit peu réparti partout. Voilà. En fait, je suis en train de réfléchir à me dire comment est-ce que je peux faire un potager aujourd'hui, parce que j'aimerais planter pour l'hiver, parce que c'est le moment où on plante les salades, les tomates éventuellement, notamment au tampon, parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de mouches des fruits. Mais du coup, il va falloir que je laisse les poules dans leur poulailler. Mais venez, je vais vous montrer un petit peu le poulailler. Donc ici, on est dans une partie un peu plus sauvage. Il y a des plantes grimpantes, il y a aussi ma treille de chouchou, on a des bananiers qui poussent un petit peu partout. Et notamment le poulailler. Poulailler qui a été réalisé par mon père, tout simplement. Mais venez, je vais vous montrer. Donc ici on a le poulailler, enfin voilà, un espace au sol en fait où elles peuvent s'abriter en cas d'intempéries. Et alors, comme vous voyez, en fait, on a créé des petits espaliers, en fait, avec notamment en haut ici un espace où elles vont dormir. En fait, c'est ici qu'elles dorment le soir. Donc sur les, voilà. Hop là. Hop là. Ça fait quelques temps que je suis pas venu. On va dégager un petit peu tout ça, comme ça on voit un peu plus clair. Et voilà. Donc en fait ici on voit qu'elle se repose ici et c'est là qu'elle dorment. Et le pondoir il est juste un petit peu plus haut. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors qu'est-ce que je leur donne à manger? Donc je leur donne aussi des graines bien entendu pour compléter leur alimentation. Mais j'essaye au maximum de leur donner des déchets verts et des déchets de cuisine. Et elles me le rendent bien avec un œuf par jour. Donc voilà, et puis elles ont l'air quand même assez bien en forme, et il faut savoir que cet espace-ci, il est souvent, effectivement, on le voit en fait, la terre est très meuble parce qu'elle gratte énormément. Un jour, lorsqu'elles ne seront plus là, il y aura certainement moyen ici de planter des choses qui pousseront très très bien. Donc j'en profite aussi du coup pour récupérer mon petit bioseau que je vais laver et ramener dans la cuisine. En tout cas, j'espère que ce petit tour vous aura plu. J'espère qu'il en inspirera plus d'un. Et je voudrais remercier Florence qui est derrière la caméra, ainsi que toute ma famille qui me supporte au quotidien. Voilà, et j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous dis à très bientôt et je vous invite tous au compost. Salut! Merci. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Super. On t'entend. Bon, super. Alors, je vais couper. Ouais. Je m'étais connecté en fait via mon téléphone, mais c'est pas une bonne idée, je pense. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas.
je suis à vous. L'idée, c'est maintenant de mettre en place une petite discussion, en tout cas sur vos questions, sur vos pratiques, d'échanger un tout petit peu. L'idée, c'est vraiment de le faire en mode très cool, quoi. Mais si vous avez des questions, voilà, je suis disponible. On se donne 20 minutes et comme ça, on termine vers les midis à peu près. Je pense que j'ai le sentiment que vous pouvez déjà prendre la parole pour ceux qui le souhaitent. Donc n'hésitez pas. Alors, je vais peut-être commencer simplement par la question d'Hélène qui m'avait posé une question tout à l'heure. Que conseillerais-tu donc pour le compostage dans les écoles? Alors, les écoles aujourd'hui, alors d'un point de vue simplement pratico-pratique, il y a 3 types d'écoles. Il y a les écoles primaires et maternelles gérées par les communes, les collèges qui sont gérés par le département et les lycées qui sont gérés par la région. Donc c'est des compétences différentes, des financeurs différents et des priorités différentes du coup. Et pour les écoles, alors j'ai envie de dire, il y a aussi différents types d'écoles. Il y a des écoles des petites écoles où ils font encore eux-mêmes en fait certains un peu la cantine. De plus en plus, ce sont des cuisines centrales. Alors des cuisines centrales soit gérées directement par la commune, ou alors de plus en plus aussi des prestataires extérieurs en fait de type Sodexo ou autre. Il y en a quelques-uns sur La Réunion. Qui du coup cuisinent en fait pour des repas pour les élèves. Donc tout ça, ça change un tout petit peu. Alors ça change la qualité bien souvent parce que lorsqu'on travaille en liaison chaude, il faut savoir que bien souvent quand le repas arrive à l'école et le moment où il a été cuisiné et le moment où il est consommé, il y a parfois plusieurs heures. Et quand un repas mijote plusieurs heures à plus de 60 degrés, on a souvent une petite bouillie en fait qui n'est pas toujours très appétissante. Et c'est un des problèmes en fait de la restauration aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voudrait que nos enfants mangent mieux, gaspillent moins, sauf que structurellement, c'est compliqué lorsqu'on fonctionne comme ça. Je porte pas de jugement, c'est un mode de fonctionnement qui a été mis en place et moi j'invite vraiment à ceux qui veulent parler de la restauration scolaire à aller voir effectivement concrètement ce que ça donne dans les assiettes. C'est pas toujours appétissant clairement, sachant que de plus en plus les élèves regardent Top Chef à la télé et le lendemain ils mangent à la cantine, donc à un moment donné ça crée des grosses dissonances. Donc en tout cas il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et puis, sinon, pour parler concrètement sur le tri et la valorisation des déchets, il faut savoir qu'aujourd'hui, en général, si on veut travailler sur ce genre de choses, d'abord, on travaille sur le gaspillage alimentaire. Donc, il y a en général un diagnostic à mettre en place pour travailler sur le gaspillage qui est proposé. Et le gaspillage, en fait, lorsqu'on se spécialise un petit peu là-dedans, c'est-à-dire que moi, je me suis un petit peu penché sur la question. Le gaspillage, il est sur toute la chaîne, c'est-à-dire le gaspillage, il commence au moment où on conçoit la recette. Ensuite, auprès de quel prestataire on va commander. Lors de la commande, au niveau de l'impact, est-ce qu'on commande effectivement des choses qui viennent de très loin ou qui sont produites localement? Et puis, le conditionnement. Est-ce qu'on a des conditionnements en vrac avec des gros conditionnements ou alors des tout petits conditionnements? Et donc, ça conditionne pas mal de choses. Ensuite, lorsque la commande arrive, il y a le stockage. Il y a parfois pas mal de pertes au niveau du stockage des denrées. Et puis ensuite, il est cuisiné. Donc là aussi, dans la cuisine, qu'est-ce qu'on cuisine? De quelle manière? Qu'est-ce qu'on jette? Qu'est-ce qu'on garde? Et ça, c'est aussi important. Et lorsque ce sont des cuisines centrales, bien souvent, en fait, il y a j'ai envie de dire, l'ensemble des écoles qui sont distribuées par la cuisine centrale, eh bien, elles ont parfois, j'ai envie de dire, une journée pédagogique dans une des écoles, et puis la cuisine centrale n'a pas été prévenue, et puis il se trouve qu'il y a comme ça quelques dizaines ou centaines de repas qui sont jetés simplement à la poubelle. Donc, il y a parfois des manques de communication entre les différents opérateurs. Et puis, la cuisine centrale, elle fait les différents repas, elle les met souvent dans des bacs gastro qui sont chauffés, qui sont en liaison chaude, qui sont envoyés dans les écoles. Et après, il y a la manière aussi dont j'ai envie de dire, la cantinière va remplir le plat. C'est-à-dire que si la cantinière ne donne pas de sens, alors moi j'ai discuté pas mal, je suis intervenu notamment à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une cuisine centrale de 8000 repas
pour 32 écoles, c'est monstrueux. D'ailleurs, j'ai cru comprendre en discutant avec des professionnels qu'on ne fait plus ce genre de cuisine centrale aussi importante aujourd'hui parce qu'en fait, ça pose des problèmes clairement de santé publique aussi parce que plus c'est important, plus on doit commencer à cuisiner tôt. Donc, il commence à 3-4 heures du matin et plus la liaison chaude est longue et plus le risque de contamination bactérienne est importante. Donc, ça, c'est une première chose, mais au-delà de ça, effectivement, après, ils envoient en fait dans les écoles. Et dans les écoles, il y a pas mal de difficultés. Mais aujourd'hui, par exemple, on essaie de promouvoir une nourriture qui est beaucoup plus végétarienne. Et le problème, c'est qu'en fait, les cantinières ne donnent pas de sens à ça. Le repas végétarien n'est pas toujours très appétissant. Et donc, si la personne qui vous donne le repas fait déjà la moue, en fait, parce qu'elle-même n'a pas envie de manger ça, eh ben, c'est compliqué de convaincre les enfants que finalement, c'est bon pour eux, pour la planète et pour tout le monde, en fait. Donc, voilà, il y a énormément d'éléments à mettre en place. Donc, d'abord sur le gaspillage alimentaire et ensuite concernant le tri et la valorisation des déchets organiques. Donc, limiter les déchets qui sont produits en amont et ensuite bien les trier. Là aussi, comme je disais, il est important que le tri des déchets organiques soit très bien fait, qu'il n'y ait pas de pots de yaourt, qu'il n'y ait pas de plastique, qu'il n'y ait pas de toute une série de choses, parce qu'aujourd'hui, en restauration, il y a pas mal de desserts parfois qui sont dans des petits plastiques et autres. Donc, ça, il faut faire attention. Et in fine, la valorisation en elle-même, alors comme je disais, légalement, on peut faire de la gestion de proximité jusqu'à 1 tonne par semaine, mais 1 tonne par semaine, ça veut dire 52 tonnes par an, et c'est des gros volumes. Aujourd'hui, dans le cadre du réseau compost citoyen, on estime que c'est gérable en fait avec des personnes, un minimum motivé en fait au sein de l'école, jusqu'à 25 tonnes maximum en fait, et là on a déjà des grosses infrastructures avec des gros bacs quand même à compostage en fait qui sont mis sur place. Le problème auquel on est confronté dans les écoles, c'est que la gestion de proximité, ça impose quand même de devoir gérer au quotidien les déchets organiques, d'aller les mettre dans le compost, de remuer un minimum, de mélanger avec du broyat. Et la question est de se dire, mais qui va faire ça? Est-ce que c'est dans son profil de fonction? Est-ce qu'il faut faire une négociation syndicale pour des personnes qui vont avoir ça en plus comme fonction, sachant qu'il faut savoir aussi présenter la chose, gérer les déchets organiques, ce n'est pas toujours évident. Et donc, il y a des problèmes, j'ai envie de dire, de RH, des problèmes administratifs, des problèmes de dégagement du temps, bien que ça, en fait, on pourrait se dire qu'il y a quelques personnes qui puissent être motivées, à être formées. Mais ça, il va falloir, à un moment donné, régler ce genre de choses parce que on pourrait en tout cas en faire un super projet pédagogique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans de nombreuses écoles, il faudrait un mix, c'est-à-dire avoir des composts de toute façon, montrer que c'est possible aux enfants pour qu'ils puissent le faire à la maison ensuite, et pour les volumes au-delà de certaines quantités, de mettre en place une collecte et ensuite un traitement essentiellement par compostage, c'est-à-dire de la valorisation de matière plutôt que de la valorisation énergétique. Je ne vais peut-être pas en parler maintenant, mais aujourd'hui à La Réunion, le biodéchet, donc le déchet organique, comme un peu partout en Europe, en fait, il est considéré comme une potentielle source d'énergie via la biométhanisation. Et la difficulté, c'est que du coup, aujourd'hui, en fait, on se pose la question d'une part de la qualité du digestat ensuite qui en ressort et comment est-ce quelle est la différence entre un digestat de biométhanisation et un compost qu'on a directement mis en compostage. Et surtout, du coup, en fait, c'est des flux différents. Et nous, on souhaiterait promouvoir en fait des petites unités de compostage avec un retour à la terre, ce qui nous paraît le plus logique, qui est aussi prôné par l'Europe en fait dans le cadre d'une forme de hiérarchie de traitement des déchets. Mais c'est pas forcément l'orientation qu'a pris la Réunion dans le cadre de son dernier, ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle énergétique, en fait, où finalement, parce que la France et l'Europe a pris des engagements en termes d'énergie renouvelable, on est obligé de produire de l'énergie renouvelable, sauf qu'à la Réunion, on n'a pas de nucléaire. On a du vent, mais en fait, c'est compliqué de mettre des éoliennes. Et donc, on essaye de la géothermie, on essaye des marées motrices aussi ou des choses comme ça. Mais finalement, le biodéchet, c'est une des manières pour la Réunion de produire de l'énergie renouvelable, en fait, mine de rien.
Donc voilà, il y a des concurrences de filières qui se mettent en place, mais tout ça, c'est un tout petit peu technique. Alors, je lis de Zitimbi. Donc, merci pour l'invitation. Peux-tu nous dire un peu plus concernant la formation de maître composteur, voire plus le métier de maître composteur? Alors, la formation de maître composteur aujourd'hui, donc c'est une formation qui est délivrée en fait par des organismes de formation qui sont chartés par l'ADEME en fait, et c'est le réseau Compost Citoyen au niveau national qui s'assure du chartage des organismes de formation. Il faut savoir que sur le territoire réunionnais, il y a aujourd'hui 2 organismes de formation chartés. Le premier, c'est SICAMEV avec Proxy Compost, qui est charté pour la formation de référents de site et de guide composteur. Et moi-même, je suis en train de développer un centre de formation justement où pour l'instant, je suis charté pour la formation de référents de site uniquement. L'objectif, c'est de pouvoir justement avoir des centres de formation locaux qui puissent former en fait à la fois des guides composteurs et des maîtres composteurs, parce que juste petite précision, donc en fait, maître composteur, c'est un parcours de formation qui comprend en fait d'abord la formation de référent de site, qui a fait à peu près une journée de formation. Après référent de site, ou alors tu peux faire directement la formation de guide composteur, qui elle, c'est à peu près 4 à 5 jours de formation avec différents modules. Une fois que tu as fait ta formation de guide composteur, tu dois attendre normalement 6 mois pour faire une formation de maître composteur. Et maître composteur, c'est une formation d'1 semaine à peu près. Et dans toutes ces formations, elles sont inscrites au RNCP, éligibles en fait au CPF. Et avec en fait, aujourd'hui, la formation de maître composteur est certifiante. Je sais qu'au niveau national, ils sont en train de, justement, ils ont eu des difficultés à faire renouveler la certification. Et donc, ils sont en train de retravailler justement sur le parcours, le scénario pédagogique et toutes les compétences liées à cette formation, qui est une formation courte, mais bientôt, certainement, on aura 2 certifications, l'une pour guide composteur et l'autre pour maître composteur. Donc, l'enjeu, juste pour revenir là-dessus, il est énorme parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai participé donc à l'élaboration des plans locaux de prévention des déchets ménagers assimilés à l'échelle d'Ileva, donc CASUD, Civis, TCO. Je sais que la CINOR vient d'adopter le sien, mais elle est en consultation publique bientôt. Et la CIREST, elle a déjà adopté son plan local de prévention des déchets. Et dans le cadre de ces plans-là, comme je disais, pour faire face à l'obligation très prochaine de tri et de valorisation des déchets organiques, les collectivités souhaitent en tout cas investir dans la gestion de proximité parce que c'est trop cher de mettre en place des collectes séparées ou des collectes en porte-à-porte potentiellement. Mais ce qu'on leur dit, notamment dans le cadre du réseau Compost Citoyen, c'est que si vous voulez vraiment investir dans la gestion de proximité, vous devez de facto investir dans la montée en compétence du territoire en maître composteur parce que toute gestion de proximité pour un producteur de biodéchets doit être supervisée par un maître composteur. Donc c'est aussi simple que ça. On n'est que 10 pour l'instant. Bon, il n'y a pas beaucoup de compost de collectifs, mais par exemple, moi, j'ai soumis en fait à un marché public de la CASUD qui a lancé un marché public pour l'essaimage finalement de compost collectif. C'est justement Proxy Compost qui lui propose en fait le matériel. Et moi, aujourd'hui, je fais le suivi et l'accompagnement des composts de quartier. Ça veut dire que je suis là dans le cadre des retournements et que je vais faire les prises de température parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu du maître composteur, c'est qu'il va vérifier l'hygiénisation finalement de la matière organique par une montée en température au-delà de 60-65 degrés pendant à peu près 2-3 jours. Donc, le métier aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a une certification en métropole. Donc, j'invite tout le monde en fait qui est intéressé par ce genre de thématique ou ce genre de sujet en fait à adhérer en fait là c'est ma casquette réseau Compost Citoyen, adhérer au réseau Compost Citoyen Réunion parce que du coup vous aurez accès notamment à une liste de diffusion et des échanges à l'échelle nationale sur tous ces sujets et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a plusieurs offres d'emploi par semaine un petit peu partout en métropole parce que finalement l'enjeu de l'obligation du tri et de la gestion des déchets organiques, il est pris à bras le corps par toute une série de collectivités
et que bien souvent, elles ont des associations qui sont présentes sur leur territoire depuis plusieurs années et qui travaillent sur ce sujet, ce qui n'est pas le cas vraiment à La Réunion. Et elles s'appuient justement sur un travail qui a été fait de sensibilisation, d'éducation des citoyens. Et aujourd'hui, à La Réunion, moi, j'observe un certain retard, effectivement, sur la possibilité de mettre en place des composts de quartier dans les quartiers, dans l'espace public, de jumeler ça éventuellement avec des jardins familiaux. Alors, les jardins se développent un petit peu, il y en a de plus en plus, et je sais que le CAUE est en train de coordonner la mise en place d'une sorte de fédération à l'échelle de la région des jardins familiaux. L'idée pour nous, c'est de développer alors ça c'est un concept qu'on essaie en tout cas de diffuser, c'est de dire que dans la ville 2.0 réunionnaise où finalement on va devoir se densifier, être dans des espaces urbains de plus en plus denses effectivement, de préserver, alors ça c'est le rôle des bailleurs sociaux, des architectes et autres, de préserver des espaces en pied d'immeuble pour composter, faire des composts collectifs et les jumeler avec des petits jardins familiaux, quand on sait que le fait de jardiner à La Réunion, ça a une dimension identitaire, une dimension culturelle, voire cultuelle. C'est vraiment important, je pense, aujourd'hui, de préserver un petit peu cette manière de fonctionner, parce qu'en plus, et on l'observe d'ailleurs un petit peu partout en métropole, ce genre d'espaces communs sont des lieux de rencontre, des lieux d'échange, de pratiques, et c'est important de préserver ça en fait pour préserver une forme de bien-être en ville et une forme de mixité sociale en fait. Donc, il y a de nombreux enjeux, et pas seulement environnementaux, mais aussi sociaux et de bien vivre ensemble, en fait, je pense, autour du compostage et de comment on invente la ville de demain. Alors, je vois, Alison, combien de composteurs de proximité ont été mis en place jusqu'à aujourd'hui? Alors, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il se compte, je pense, sur les doigts de la main, d'une main. On essaye, alors dans le cadre d'un plan de structuration de financement du réseau qu'on est allé soumettre en fait à l'ADEME et à la région. Un des aspects de ce plan d'action qui se décline en 3 axes et en 15 actions à mettre en place. Une des actions, c'est justement de faire l'inventaire aujourd'hui de tout ce qui se passe au niveau régional, de faire l'inventaire de tous les composts collectifs, de toutes les initiatives qui ont été mises en place pour déjà pour mieux, pour aller à leur rencontre, pour les informer aussi de leurs obligations et pour savoir un petit peu comment ça se met en place et voir, pouvoir les mettre en évidence et donner un coup de projecteur dans le cadre d'opérations comme Tous au compost justement. Donc, pas énormément, mais ça se développe. Par exemple, à la Casse-Sud, là, il y a un marché public, je vous disais, qui a été mis en place et il travaille avec un bailleur social du côté de Saint-Joseph, la CEBADER. L'idée, c'est d'aller sur place pour installer un compost de quartier. Le problème des composts de quartier, c'est qu'il ne faut pas avoir une approche top-down. En fait, ça, c'est mon expérience bruxelloise qui me le dit, c'est que en fait, il faut lancer des appels à projets et à tout va sur un territoire et attendre que certains collectifs de citoyens qui sont constitués au minimum de 3-4 personnes, en fait, reviennent vers la collectivité pour se faire accompagner et mettre en place des composts. Si finalement, c'est la collectivité qui dit on va mettre en place un compost dans tel quartier, sans qu'il y ait finalement de volonté citoyenne, de dynamique existante, bien souvent, en fait, on va vers un échec de l'initiative. Donc, il faut travailler sur l'envie et la possible finalement, le fait que ce soit vraiment chouette et agréable d'avoir un compost collectif en bas de chez soi, parce que c'est un lieu de rencontre, comme je disais, c'est un lieu où on va mettre en place des choses. Et après, tout est possible. Moi, je sais qu'à Bruxelles, on avait commencé par un compost collectif. Ensuite, on a mis en place un jardin à un moment donné. Et puis, on a même développé un poulailler collectif, en fait, à l'échelle du territoire, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que tout est possible. Il faut rien s'empêcher, mais rien ne se fera dans ce genre de dynamique sans le citoyen, en fait. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des nouveaux messages.
Alors, le poulailler, ouais, il est pas mal, hein. Je vous dirai, je vous donnerai les coordonnées de mon père. Franchement, il a fait ça super bien, quoi. Il faut pas faire son potager près du poulailler. Bah, on peut le faire, en fait, mais il faut alors avoir un bon grillage, honnêtement. Moi, j'ai demandé à mon père comment on pouvait faire pour pas monter. Alors, il est venu, il a coupé les ailes, enfin voilà, les plumes des poules. Mais il y en a quand même une qui passe quand même. En fait, voilà, ça résout pas tout. Mais sinon, si on a un grillage assez haut, parce que mon grillage il est quand même bas, vous l'avez vu, en fait, il fait à peine 1 mètre de haut. Voilà, il y a moyen de mettre en place des solutions, hein. C'est juste que moi, à un moment donné, j'avais pas grand-chose dans mon poulailler et je m'étais dit que ça leur ferait plaisir de sortir. Et c'est le cas. Elles ont pris goût, je peux vous assurer. Alors, quand et où et combien pour une formation de maître composteur avec toi? Écoute, comme je disais, la formation de maître composteur, je suis en train de travailler aujourd'hui sur le référentiel pour pouvoir charter mon organisme de formation et pouvoir en donner. Déjà, on va commencer par la formation guide composteur. On espère pouvoir être charté d'ici à peu près septembre prochain. Et on discutera certainement avec Yann Weffler de Proxy Compost pour pouvoir au moins avoir un organisme de formation à La Réunion qui puisse donner la formation de maître composteur parce que c'est important pour le territoire. Alors, où trouve-t-on les biosos? Alors, les biosos, on en trouve dans le commerce, hein. Après, j'ai envie de dire, l'important du bioso, c'est de pouvoir quand même le fermer pour éviter que les petits asticots ne sortent pas. Alors, les asticots, moi, ma femme, elle vient de Bruxelles. Et ce qui est assez marrant, c'est que elle n'a pas peur des cafards, elle n'a pas peur des lézards, elle n'a pas peur de rien. Mais alors, les asticots, ça m'a dit, c'est trop pour elle, quoi. Elle ne sait pas supporter. Donc, quand ça grouille, en fait, voilà, chacun ses petites phobies. Mais Ah, et surtout qu'après, ça part de la cuisine, ça arrive dans le salon, ça arrive dans les chambres. Bon, quand même pas, parce que bon, ils sont quand même tout petits et en général, ils sèchent avant. Ils sèchent sur le plan de travail comme ça. Mais en fait, il faut faire avec. Moi, j'ai vraiment le sentiment que, en gros, gérer ces déchets organiques à un moment donné, à moins de le faire tous les jours, hein, c'est-à-dire qu'on peut aussi très bien se dire que si on déteste ça, on le fait tous les jours. Honnêtement, moi, je trouve ça trop contraignant et j'ai pas de souci. Je préfère effectivement le faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, parfois sur le gros bioso qui est dehors. Mais je peux vous assurer que effectivement, quand je vais le déposer, il y a des odeurs, il y a des j'ai envie de dire, il y a des asticots, il y a de la vie, et puis il y a des asticots de mouches soldats aussi, qui sont des plus gros asticots en fait qu'on peut voir, dont les poules raffolent. Et le fait d'avoir des poules, je me dis, voilà, au moins, je sais qu'ils ne sont pas perdus, les petits asticots, ça leur fait des bonnes protéines. Mais c'est vrai que c'est contraignant et d'un point de vue réglementaire, j'ai envie de dire, quand on est chez soi, on fait encore ce qu'on veut. C'est ça aussi. Lorsqu'on est une collectivité ou qu'on est un restaurant, il faut savoir qu'aujourd'hui, la législation impose aux restaurants normalement d'avoir une chambre froide pour stocker en fait leurs déchets organiques. Je pense que peu de restaurants en ont parce que c'est beaucoup trop contraignant, beaucoup trop cher. Mais le problème en fait, c'est que les restes de repas qui sortent d'une assiette sont considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 3. Le problème, c'est qu'en fait, à La Réunion, ils passent en catégorie 2, en fait, c'est-à-dire, là, c'est une autre législation qui est appliquée très, très rapidement. C'est-à-dire, déjà, un des critères, c'est justement l'apparition des asticots. Et en fait, du coup, normalement, on n'a plus le droit de le collecter par la collecte normale. Il faut faire appel à un spécialiste, etc. Je pense que ce n'est pas du tout appliqué à La Réunion, vu les volumes et vu la manière vu la vitesse en fait, à laquelle les asticots arrivent. Mais du coup, c'est aussi un des arguments pour la gestion de proximité. Donc moi, j'ai installé en fait le premier compost de restaurant, je pense, chez Happy Time au Tampon.
On s'était vu la dernière fois d'ailleurs avec Abdoul. On organise dans le cadre de l'opération Tous au compost jeudi prochain, donc du coup un apéro compost pour montrer en fait que c'est possible de le faire en restauration. Et l'avantage d'avoir son propre composteur, c'est vraiment qu'à chaque service, donc le service du midi et le service du soir, on va directement mettre les déchets au compost, on les retourne rapidement. Et du coup, en fait, c'est géré. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de le stocker dans une chambre froide ou au pire, en fait, dans un coin, en fait, avec l'apparition d'asticot, avec en général une collecte à 1 ou 2 fois par semaine au mieux, sans parler des dysfonctionnements parfois du système de collecte où on est tributaire si on a j'ai envie de dire une grève ou un problème quel qu'il soit, eh bien, en fait, on doit rester avec ces déchets-là, alors que le fait d'avoir son compost, vraiment, ça règle énormément de difficultés, quoi. Et difficultés que je pensais pas, en fait, en arrivant à La Réunion, que ces aspects légaux pouvaient jouer aussi fort. Et un des aspects aussi que je voudrais aborder, c'est que justement pour tous ces professionnels, entre guillemets, aujourd'hui, l'obligation de tri de valorisation à la source, en fait, elle est applicable aux producteurs de plus de 10 tonnes aujourd'hui. Au 1er janvier 2023, c'est pour les producteurs de plus de 5 tonnes et au 1er janvier 2024, à tout le monde. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des aides de l'ADEME aujourd'hui pour les professionnels pour justement s'équiper et se former en fait en amont de cette législation. Or, les professionnels n'en bénéficient pas. Alors, je pense qu'effectivement, le secteur de la restauration, notamment, a vraiment eu des grosses difficultés ces derniers mois, ces dernières années. Néanmoins, l'obligation, elle reste d'application. Et il faut savoir que ces aides de l'ADEME, en fait, elles ne pourront plus être pérennisées une fois l'obligation d'application. C'est-à-dire que l'ADEME peut soutenir des initiatives en amont, mais une fois que l'application est d'application, l'ADEME ne peut plus financer en fait quelque chose qui est une obligation en fait. Donc on a j'ai envie de dire une fenêtre de tir de 1 à 2 ans effectivement maximum pour équiper toute une série de petites structures. Et moi, j'invite vraiment les restaurants et les épiceries, les petites structures à cofinancer en fait leur démarche, parce qu'en fait, c'est pas simplement du matériel, mais c'est aussi de la formation et de l'accompagnement en fait, pour pouvoir être prêt à temps. Et il y a notamment le fonds tourisme durable qui a été mis en place par l'ADEME et qui est sous-exploité aujourd'hui. Il y a des aides de l'ADEME où on peut, c'est mon métier aussi d'accompagner les structures aussi pour cofinancer leur démarche. Mais on se rend compte qu'il y a un manque d'information, un manque oui, c'est ça, de connaissances en fait sur la réglementation en vigueur aujourd'hui et en vigueur d'ici très peu de temps en fait. Alors, Alison, il y a la gestion des déchets organiques, mais il y a la gestion des déchets verts. Ah ouais, les déchets verts, c'est toute une histoire à La Réunion. J'avais vu l'opération de broyage à la Casse Sud sur ta page. Il faudrait généraliser ces actions de broyage. Alors, c'est un enjeu monstrueux sur le territoire. Je crois que sur le territoire de Ileva, donc 3 intercommunales, on parle de 120 000 tonnes de déchets verts par an. 120 000 tonnes. J'avais fait un calcul, on est sur un coût structurel de plus de 20 à 30 millions en fait, annuels de gestion des déchets verts à La Réunion. Et pour être en contact avec différents professionnels en fait, de gestion, que ce soit dans les communes ou dans leurs intercommunales, je peux vous assurer que Batsirai et le cyclone qui a suivi a fait très, très, très mal en fait, aux intercommunales. C'est-à-dire qu'elles ont dû gérer en moins de 3 semaines ce qu'elles gèrent en général en 3-4 mois. Et avec un surcoût démentiel en fait. C'est-à-dire que ça coûte très très cher à la collectivité. On entend souvent sur Radio Freedom ou dans moi je suis abonné à différents groupes Facebook sur le tampon, etc. Les gens qui râlent parce que les déchets verts restent longtemps effectivement sur le bord de la route, etc. Mais il faut savoir qu'à l'échelle du territoire,
c'est juste monstrueux. Et j'étais allé faire des photos d'ailleurs ils ont des zones de transit. Il y en a notamment une à l'Achatoire, une autre du côté de la Pointe au Tampon. Ces zones de transit, elles étaient pleines, c'est-à-dire que c'était des déchets verts en fait sur 3, 4, 5, 6 mètres de haut sur plusieurs dizaines ou centaines de mètres carrés en fait. Et donc en fait, c'est monstrueux. Alors, ce qui se passe, c'est que aussi, il y a un enjeu pour faire du bon compost, il faut avoir du broyat de bois. Moi, j'ai été à Bruxelles et je sais qu'en métropole, en fait, bien souvent, les professionnels ou ceux qui travaillent dans le compostage ont parfois du mal à s'approvisionner en broyat de bois. À La Réunion, c'est une ressource énorme et malheureusement, elle n'est pas mise à disposition du citoyen. Donc, effectivement, moi, je travaille avec les EPCI pour leur dire, mais ça vous coûte quoi aujourd'hui de mettre à disposition quelques broyeurs et de broyer du bois? Et donc, c'est l'opération qu'on a mise en place effectivement avec la Cassud et ça a cartonné. C'est-à-dire qu'on a broyé, on avait fait une estimation à peu près 80 mètres cubes de broyat, ce qui est quand même assez important. J'ai fait un post Facebook, je pense le vendredi soir. Le lundi matin, on est revenu, il n'y avait quasi plus rien. En fait, le post, il a été partagé plus de 75 fois. Enfin, voilà, j'ai pas des petits chats, mais si j'avais fait un post de petits chats, je suis pas sûr que ça aurait fait mieux. Alors, franchement, ça répond à un vrai besoin du territoire. Et on a eu énormément de retours dans ce sens-là. Et ce qui est bien, c'est que j'ai vu que du coup, la CIREST a mis en place, alors est-ce que c'est suite à ce poste ou autre, des broyeurs en fait à disposition de leurs citoyens. Alors j'ai eu un retour en me disant bon, ils ont mis en place 2 broyeurs sur toute la collectivité et en fait tu peux le louer pendant une semaine. Donc la liste enfin voilà, ouais c'est ça, le timing et la liste d'attente est assez longue apparemment. Mais bon, ça avance et l'enjeu c'est vraiment de montrer aux EPCI que finalement ils ont une énorme manne. Ils ont les moyens aujourd'hui de broyer tout ça et de le mettre à disposition. Juste, on en a discuté aussi avec Ileva, qui est l'opérateur qui gère en fait les plateformes de broyage et de compostage en fait sur le territoire sud notamment. Et apparemment, il y a une difficulté réglementaire, c'est-à-dire qu'il faudrait potentiellement normer le broyat aussi. Alors, j'avoue que je trouve ça complètement fou, mais il y a une norme de broyat et une des peurs en fait des collectivités aujourd'hui, c'est de mettre en place des tas de broyats et que ceux-ci prennent feu, parce qu'apparemment, il y a eu certains précédents. Je me pose la question, effectivement, mais bon, moi, je peux entendre, mais je sais que, par exemple, en métropole, bien souvent, lorsque des opérations d'élagage et de broyage sont mises en place, en tout cas, ils laissent le broyat sur place. Et moi-même étant attentif un petit peu à ça, j'ai déjà vu à La Réunion des tas de broyats. Ce qui se passe, c'est que dans le cadre du réseau Compost Citoyen, on pourrait créer des sortes de sentinelles. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionnait, en tout cas sur le territoire à Bruxelles. On était en contact avec des élagueurs qui laissaient en fait des tas de broyats à droite et à gauche et chacun allait se servir. Et on avait, comme je disais, en fait, dès qu'il y avait un tas de broyats, on lançait en fait, on a des référents de sites de compost de proximité. Et donc, les référents de sites, ils étaient dans un mailing et on leur disait, OK, tas de broyat à tel endroit. Et chacun allait se débrouiller pour récupérer en fait, du broyat pour équilibrer son compost. Parce que c'est vraiment essentiel, comme je disais, le broyat pour ne pas avoir de nuisances olfactives, de nuisances à tous les niveaux et surtout pour avoir un compost qui soit équilibré, tout simplement. Petite explication, c'est quoi marc de café en direct mieux que dans son compost? Ouais, le marc de café, je suis pas sûr que ce soit judicieux. Alors, j'ai eu cette question-là dernièrement par un journaliste aussi de qu'est-ce qu'on met, enfin c'est toujours les questions, qu'est-ce qu'on met ou pas dans le compost. Aujourd'hui, il faut savoir que les directives sont assez simples face aux enjeux d'obligation de tri et de valorisation. Tout ce qui est organique peut aller au compost. C'est aussi simple que ça. Les os, la viande, le poisson, tout peut aller au compost. La seule chose qu'on dit, c'est que pour faire un bon compost, et à partir du moment où on met tout, il faut quand même être formé. C'est quand même un prérequis. Et au-delà de la formation, avoir accès à du broyat. Et donc, on en revient, la boucle est bouclée parce que voilà, bien mélanger avec du broyat, ça permet vraiment de limiter les nuisances et d'avoir un bon compost. Alors,
Pour petit aparté, moi je fais partie d'un groupe de travail sur l'humusation aujourd'hui. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui souhaitent permettre en fait l'humusation des corps humains en fait comme technique en soi. Il y a des tests qui sont faits en Europe et un petit peu partout, notamment sur des poules d'abord, puis sur des moutons et sur des chevaux. L'enjeu, c'est de mettre un énorme lit de broyat de presque 1 mètre de haut lorsqu'on met un cheval et on le recouvre directement. Alors, on met un grillage par-dessus pour éviter qu'il y ait de la déprédation par les renards ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, voilà, le mécanisme de dégradation de la matière d'un animal entier tel qu'un cheval ou un mouton se passe très très bien. J'ai des vidéos, je peux vous envoyer en fait, où voilà, les personnes vont voir en fait au bout de quelques semaines, de quelques mois, et au bout de quasiment 3 mois, il reste quasiment que les os et le pelage en fait. Et en général, ils passent les os même dans un broyeur parce qu'ils commencent à se décomposer. Et en fait, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien. L'enjeu, c'est d'éviter notamment la production de cadavérine qu'on a un peu partout dans les cimetières aujourd'hui, parce qu'en fait, la dégradation des corps ne se fait pas bien. Et en fait, on reproduit encore une fois ce que fait la nature. Donc oui, on peut tout composter en fait à partir du moment où c'est de l'organique en fait. Ah, les agrumes dans le compost. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient ce truc. Il y a eu des tests en fait qui ont été faits à différents niveaux. En fait, notamment, il y a eu tout un projet européen qui s'appelait Mini West, un truc comme ça, où ils ont fait des tests en fait sur ils ont testé les composts, des composts d'hiver et des composts d'été, parce que on mange pas du tout la même chose en Europe en hiver et en été. Et du coup, forcément, ce qui va dans le compost en termes d'agrumes, en termes de différents produits, sont pas du tout la même chose. Et on s'est rendu compte que, in fine, c'était quasi la même chose. Vraiment, les agrumes, il y a aucun souci. Peut-être juste un petit bémol en fait sur le problème des agrumes, c'est que parfois, on a des gros apports. Si on est dans un restaurant, j'ai envie de dire, qui fait des jus frais, donc on a des gros apports à un moment donné en orange ou des choses comme ça. C'est pas très grave si c'est un minimum broyé et bien mélangé avec du compost et qu'on le mélange avec d'autres choses. Peut-être au vermicompost, il faut faire un peu attention. Parce qu'il y a un petit côté acide et que dans le vermicompost, on essaie de couper en petits morceaux toujours. Oui, les vers, ils n'ont pas des dents et de pouvoir mélanger avec d'autres matières, de ne pas avoir un seul apport de matière en fait pour ne pas déséquilibrer l'écosystème. La chanson Ping, ah ouais, ça c'était des potes. Pour la petite histoire, en fait, ils avaient sorti d'abord une petite chanson en fait sur les potagers et moi j'étais président de l'association Worms et on a fait ensemble le Master Worms en fait à Bruxelles. Et donc pas de bébé chat, non. Mais il a eu des menaces pour ça, pour cette histoire de bébé chat avec. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu une private joke, mais je vous invite à aller voir le Master Worms. En fait, c'est des chansons qu'ils font pour promouvoir le compostage, en fait, tout simplement. Alors, le carton peut-il remplacer le broyat en partie? C'est de la matière carbonée, mais il faut savoir que le carton est un peu mou et dès qu'il est fort humide, en fait, il joue plus il apporte du carbone, certes, mais il joue plus vraiment son rôle de structurant. L'avantage en fait du broyat, c'est qu'on a des parties ligneuses en fait, donc très dures, de copeaux de bois qui, lorsqu'ils sont mélangés avec les déchets alimentaires qui sont fort azotés, vont en matière de structuration de la matière garder des poches d'air un petit peu partout. Et c'est ces poches d'air qui vont permettre en fait aux bactéries aérobies de toujours avoir l'oxygène suffisant que pour pouvoir être actifs. Mais après, effectivement, on peut mettre les cartons dans le compost, on peut mettre les boîtes à œufs aussi, ça se composte très très bien. On peut les mettre aussi au vermicompost en petite quantité, pas de souci. Est-ce qu'il y a… Alors oui, comme je disais, donc tout ce qui est, on peut mettre tout ce qui est organique, mais tout ce qui est minéral ne sert à rien dans le compost. Donc parfois, je vois qu'il y a des personnes qui veulent mettre de la terre dans le compost ou autre. Ça ne sert pas à grand-chose. Et justement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir du compost
du bon compost. Et ensuite, sur l'utilisation, comme je disais dans la vidéo, l'enjeu, c'est vraiment de le mettre en surface. L'idée, c'est de ne pas déstructurer finalement le microbiote de la terre, toucher un minimum en fait à la terre et le mettre en surface et par-dessus remettre une couche de paillis et en fait tout va vraiment se mélanger assez rapidement et encore plus à La Réunion. Vraiment, moi je suis assez impressionné par la vitesse à laquelle le sol assimile à La Réunion en fait le broyat tout simplement. J'avais mis du broyat un petit peu partout sur différents espaces. Il disparaît littéralement, c'est-à-dire que j'avais mis des couches de 5 à 6 cm et 3-4 mois plus tard, il y a à peine une toute petite couche en fait. Donc non, ça va très très vite à La Réunion. Et d'ailleurs, moi, j'essaie aussi de me rapprocher un petit peu du milieu universitaire ici pour mettre en place de la recherche universitaire appliquée sur le compostage en milieu tropical. Parce que je pense que ça va beaucoup plus vite. On n'a pas le même microbiote, on n'a pas les mêmes animaux et la même vitesse de dégradation de la matière. Et que je pense que par rapport à certains référentiels européens, on pourrait aller plus vite aussi sur certains modes de dégradation biologique, en fait, tout simplement. On cause, il est déjà midi 20. Moi, je suis intarissable. Hein. Merci de rester là, mais voilà, moi, désolé pour le doublon de la question. Je pense que tu ne l'as pas vu plus tôt. Quelle différence y a-t-il entre le vermicompostage et le bokashi? Alors, il faut savoir que d'un point de vue légal, le vermicompostage ou le bokashi ne permettent pas de sortir du statut de déchet. C'est-à-dire que le compostage, d'un point de vue légal, parce qu'il y a une phase thermophile qui monte, donc une augmentation de la température qui monte à plus de 60-70 degrés, c'est cette augmentation de la température qui permet en fait l'hygiénisation de la matière et la sortie de statut de déchet potentiellement. Le vermicompost ne fait pas ça, ni le bokashi. Le vermicompost, c'est une dégradation j'ai envie de dire par les vers, en fait, les vers rouges, en fait, les Escherichia foetida essentiellement. Et le bokashi, c'est une technique de dégradation anaérobie par des micro-organismes efficients. Là, du coup, en fait, on a un bac dans lequel on ensemence en fait des micro-organismes efficients qui sont des micro-organismes de dégradation anaérobie. Comme je disais, c'est un petit peu comme, enfin, je ne vais pas faire le parallèle avec, mais enfin, c'est des bactéries comme lorsqu'on l'envoie en fait en centre d'enfouissement. Sauf que là, apparemment, c'est mieux, c'est meilleur parce qu'on n'envoie pas en centre d'enfouissement. Mais en gros, en fait, on met les déchets, on les tasse pour enlever tout l'air et ensuite on réensemence à chaque fois en fait en micro-organismes efficients. Il y a une prédigestion de la matière et ensuite, une fois que le bac est plein, on le laisse 2 semaines maturer. Le seul souci, c'est que pour pouvoir en fait le réutiliser ensuite, ce qui est préconisé, c'est de faire un trou dans son jardin ou dans la terre et de l'enterrer à 10, 15, 20 cm en fait pour qu'il soit absorbé et digéré par la terre. J'avoue que moi, je suis assez passionné par la microbiologie hein, et il y a notamment un spécialiste français qui s'appelle Marc-André Sellos, en fait, qui lui, a émis pas mal de doutes sur le fait qu'aujourd'hui, on ensemence en fait des terroirs, parce qu'en fait, chaque terroir dispose de son microbiote. On ensemence des terroirs avec des micro-organismes efficients, quand bien même ils soient efficients, qui viennent d'autres contrées. En fait, donc il émet en tout cas certains un doute, c'est-à-dire qu'il dit de faire attention simplement. Il y a une sorte de mécanisme de précaution à mettre en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui vendent, en fait, qui commercialisent le bokashi, en général, ne sont pas des grands spécialistes de la microbiologie des sols. Et simplement, ils vendent une technique et ils vendent des seaux, simplement, en fait. Et on peut se poser la question, effectivement, de que devient, en fait, toute cette matière prédigérée et finalement, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence à un moment donné de microbiote entre ce qui est amené et ce qui existe? Merci à tous. Je vous propose de clôturer parce que tout le monde va commencer à avoir faim un petit peu. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent. C'était chouette de pouvoir
partager ce moment. J'espère que ça a pu vous apporter quelques éléments. Pour ceux qui le souhaitent, mes coordonnées sont disponibles en tout cas sur la page du réseau Compost Citoyen ou sur LinkedIn éventuellement. Et de toute façon, l'idée, c'était de donner un coup de projecteur aujourd'hui et pendant toute la quinzaine de Tous au compost aux différentes initiatives qui existent sur le territoire. Et on a besoin de relais. On a vraiment besoin de relais à tous les niveaux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, je vous dis à bientôt, hein, que ce soit Hélène, Carole, Bourdon, est-ce que c'est une Bourdon que je connais? Claire, c'est toi? En tout cas, merci à Sybille aussi, qui est arrivée sur le territoire et avec lesquels on va certainement se rencontrer prochainement. Merci à Landry et son association. C'est quoi? C'est EcoPays, Landry, je pense, qui est une association locale, en fait, où vous voulez aller intervenir aussi dans les différentes écoles pour sensibiliser à ce genre de questions. Et il y a des gros enjeux, je pense, en termes d'éducation et notamment des législations pas contraignantes, mais presque pour que le développement durable et l'environnement arrivent à l'école et des moyens qui sont dédiés à ça. Et Hélène aussi, Hélène qui fait partie du collectif Oasis Réunion et qui se démène en ce moment pour essayer de travailler justement sur les cantines scolaires, je crois à Saint-Pierre, à la Petite-Île et même au Tampon. Bravo à toi, bravo à Oasis Réunion auquel je fais partie moi aussi, qui est un super collectif en fait qui essaie de faire avancer les choses pour qu'on puisse avoir un objectif de mettre en place une forme d'autosuffisance alimentaire à La Réunion et notamment en bio. C'est important. C'est pas la panacée, mais c'est déjà une avancée. C'est un cahier des charges assez contraignant et on sortirait en tout cas du conventionnel ou comment ils appellent ça, du raisonné. C'est un peu la même chose, quoi. Voilà. Nous, on prône des techniques d'agroécologie et effectivement, le compostage permettrait de s'affranchir en partie, en tout cas, des 30 000 tonnes d'engrais qu'on importe chaque année. Voilà. Merci à tous. Je vous invite donc à voir quelle est la suite des événements sur Tous au compost. Je vous invite à aller voir le site aussi du réseau Compost Citoyen et à adhérer en fait si vous souhaitez en fait soutenir notre action. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Salut. Ouais, salut, ciao.